L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Question, oui ou non, y a-t-il un tassement ? Ah non, mais il fallait être présent à sa réunion publique hier dans un petit village du Bas-Rhin en Alsace où il y avait un monde fou. Mais là, je parle des sondages. Hein. Non, mais oui, mais enfin, dans les sondages, elle est stable, mais sur le terrain, c'est la folie totale. Il y avait, je crois, 1500 personnes dehors, 1500 personnes à l'intérieur, dans un village de 2000 habitants en Alsace hier soir, dans le Bas-Rhin, où elle a parlé d'ailleurs des services publics, de la lutte contre le terrorisme islamiste, les petites retraites et de tous les sujets essentiels. Voilà, ça, c'est la réalité du terrain. Et il n'y a aucun aujourd'hui candidat qui peut se prévaloir d'une telle dynamique populaire. D'accord, mais comment se fait-il donc que les commentaires, je parle là de l'émission, je parle pas du terrain, donnent l'impression que finalement elle a été agressée à deux points de vue, c'est-à-dire d'un côté par Poutou sur au fond la moralité et la vertu politique, et de l'autre côté par Asselineau sur l'idée qu'on ne peut pas négocier quoi que ce soit dans le domaine de l'Europe, et où on sort pas. Commençons par Poutou. Tout n'est pas agression. Elle a eu un débat tout à fait légitime avec Monsieur Asselineau. Lui, il veut sortir du jour au lendemain. Article 50, c'est son droit. Nous pensons qu'il faut préparer les choses en quelques mois et qu'il faut faire un référendum parce que nous sommes dans un processus très démocratique sur la question de l'Union européenne. Il considère que c'est impossible, cette histoire-là. Faire un référendum, c'est possible. Bien sûr. Mais c'est même indispensable. D'accord, mais là, la période de négociation qui devrait aboutir au référendum, on a tous compris ce que disait Asselineau, ce qui ne veut pas dire que c'est la vérité. Ouais. Cette période de négociation ne tient pas le Écoutez, c'est exactement ce qu'ils ont fait au Royaume-Uni. Exactement. Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Bien sûr que si, ça a fonctionné. Ils ont fait un référendum, ils n'ont pas obtenu, enfin, le Premier ministre de l'époque, lui, il était contre. La période de négociation. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et le Cameron, lui, était contre le Brexit, donc il a estimé à l'époque que les négociations avaient abouti à ce qu'il souhaitait. Pour les Britanniques, ça n'était pas suffisant. Ils ont donc fait le choix de quitter l'Union européenne et ça se passe magnifiquement bien. Ils ont une belle croissance, ils retrouvent les instruments de la liberté. Elle était là avant et le Brexit. Enfin, si ça avait été, vous savez, tout est anticipé aujourd'hui en économie. Donc, si c'était jugé catastrophique, on le verrait déjà dans les chiffres de la croissance et de l'emploi. Or, ils sont très bons. Mais voilà, donc c'est exactement le processus. C'est important cette affaire. Vous savez, c'est bien de demander. Il faut se tourner vers les Français. Elle fera pas d'ailleurs que ce référendum-là pendant 5 ans. Elle fera aussi très vite et probablement d'ailleurs avant le référendum sur l'Union européenne, elle fera un grand référendum institutionnel pour mettre la proportionnelle intégrale dans la Constitution, notamment pour élire les députés, pour baisser d'ailleurs le nombre de députés à 300 et le nombre de sénateurs à 200, pour le septennat unique, pour le président de la République. Elle veut revenir à un septennat parce qu'il faut prendre son temps. Mais unique, parce qu'il faut pas qu'on pense tout le temps à sa réélection. Pardonnez-moi, mais ce référendum-là, il pourrait intervenir dès le lendemain d'une éventuelle victoire, de manière à ce que ça soit applicable pour les législatives, ou de toute façon, c'est impossible pour les législatives? Non, pour les législatives là, de juin, ce sera en 6 semaines impossible. Il faut être raisonnable. Maintenant, on pourra faire des choses rapidement. Très vite, elle le fera pour mettre en place le référendum d'initiative populaire, par exemple. Donc, c'est-à-dire que 500 000 citoyens pourront déclencher eux-mêmes un référendum. Aujourd'hui, le référendum, c'est le monopole du président de la République, qui d'ailleurs, il faut le dire, n'en abuse pas beaucoup. Il n'y a pas eu de référendum en France depuis 12 ans. Pas de référendum national en tout cas. Et le dernier a été trahi. C'était sur la Constitution européenne. Il a été trahi par Fillon et la gauche. Eh bien, elle en fera régulièrement sur les grands sujets. Si je vous ai posé cette question, après on passera à Poutou et aux autres grandes questions politiques concernant Asselineau, c'est que le sous-texte d'Asselineau, c'est de dire c'est pas simplement valable pour vous, c'est valable aussi pour Hamon avec son assemblée de la zone euro, c'est valable pour Mélenchon, et dit au fond vous êtes des bluffeurs, vous voulez aller au pouvoir avec cette idée qu'on peut sortir de la zone euro, et une fois que vous allez vous en approcher, vous en sortirez pas. C'est ça quand même le sous-texte. Non, mais Marine Le Pen, non, les bluffeurs, les imposteurs, là où je suis d'accord, c'est tous ceux qui depuis 25 ans vous disent on va faire une autre Europe. On va faire l'Europe sociale, on va faire l'Europe qui respecte les souverainetés. Alors c'est Fillon, c'est Macron, c'est Hamon, c'est qui vous voulez. Ça fait 25 ans qu'on entend ça. C'est pas du tout ce que dit Marine Le Pen. Elle a dit soit on revient à une Europe des nations libres et souveraines, celle qu'on a connue au début, soit on s'en va. Mais il n'est pas question de dire on va prendre un tout petit peu ici, un tout petit peu là. 60% des Français veulent rester dans l'Europe. Oui, et 68% voulaient voter la Constitution européenne 3 mois avant, et il se trouve que 55% finalement le refusaient dans les urnes. Vous voyez, donc il faut un débat, il faut discuter de tout ça. C'est pour ça que le référendum s'impose aussi. Et c'est pour ça que nous sommes en désaccord avec une sortie en 2-3 heures après l'élection. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut organiser. Vous savez, la France n'est pas la Grèce. Elle pèse infiniment plus. Elle peut se permettre de discuter. Elle a beaucoup plus de choses à obtenir quand elle discute. Question concernant justement les conséquences éventuelles d'un retour au franc. La peur d'une partie des classes moyennes et des classes supérieures qui manquent peut-être au Front National dans les intentions de vote aujourd'hui, c'est-à-dire la peur de la disparition de l'épargne, de l'effondrement de l'épargne, etc., etc. Oui, mais je crois que ça, un mouvement à
faire dans ce sens-là. Je crois que les Français ont compris que c'était faux. On agitait des peurs pour essayer que rien ne change. Vous savez, la seule chose, mais l'épargne des gens va diminuer de 20%. Non, pas du tout. Si par exemple on tient un retour au franc qui est programmé. Non. Vous voyez bien que les dévaluations, les dépréciations de monnaie font pas baisser l'épargne, jamais. L'euro a perdu 25% de sa valeur depuis 2014, personne n'a perdu 25% de son épargne. Tout ça, ce sont des arguments, je pense, qu'ils prenaient encore il y a 6 mois, qui ne prennent plus aujourd'hui. En tout cas, nous, on ne les entend plus sur le terrain, ce qui prouve qu'il y a eu un vrai effort de pédagogie. En revanche, il faut que les Français sachent quand même une chose. Si on reste dans le système euro, alors on est soumis à l'union bancaire. C'est une directive européenne qui a été transcrite en France par la loi Sapin 2. Cette loi fait que aujourd'hui, si une banque est en difficulté, on est obligé de venir chercher dans l'épargne des gens pour la renflouer. Et c'est pas abstrait. Ils l'ont fait à Chypre. Ils l'ont fait à Chypre en 2013, ils sont allés piquer dans l'épargne des gens, des habitants, pour renflouer les banques. Et ça, c'est lié non pas à la sortie de l'euro, ça c'est lié à l'euro. Ça, c'est lié au système euro. Et ça menace l'épargne des gens, l'épargne des retraités. Mais je veux dire, la question européenne, la question de la liberté, ça vaut pour la monnaie, parce qu'il faut avoir une monnaie adaptée à notre économie. Sinon, on s'en sortira jamais. Mais ça vaut aussi pour les frontières. Il faut qu'on contrôle nos frontières par rapport à l'immigration massive. Sinon, on n'y arrivera pas. Tous ceux qui vous disent on va réduire l'immigration et qui en même temps, comme Monsieur Fillon, continuent avec Schengen ou Schengen puissance 2, comme ils disent, sont des imposteurs. Mais l'autoroute Paris-Bruxelles, où on continue à aller tout droit et on ne s'arrête pas, c'est terminé avec le Front National. Mais est-ce qu'on sera obligé de s'arrêter? Attendez, est-ce que l'autoroute Paris-Bruxelles existait avant Schengen et avant l'ouverture totale des frontières? Oui. C'est très simple. Oui. Est-ce qu'il y avait un mur? Est-ce qu'à l'époque il y avait un mur au milieu de l'autoroute? Est-ce qu'à un moment votre voiture percutait un mur parce que vous étiez à la? Ah ben voilà. Et ben ça sera exactement comme ça. Les gens ont pris des habitudes qui sont quand même importantes. Oui, mais les djihadistes aussi, ils ont pris des habitudes. Vous voyez, et les trafiquants de drogue aussi, ils ont pris des habitudes, et les trafiquants de clandestins aussi, ils ont pris des habitudes, et ce ne sont pas des bonnes habitudes. Voilà. Et ces habitudes-là, il va falloir y remettre de l'ordre. Donc, une frontière, c'est un filtre. Elle était en Alsace, elle était dans une zone frontalière, elle l'a redit, c'est un filtre. Les travailleurs frontaliers, les passants peuvent parfaitement passer avec même des dispositifs technologiques pour passer plus facilement en se signalant. Par contre, c'est vrai que ça permet de beaucoup mieux réguler l'immigration clandestine et surtout de lutter contre le djihadisme. Vous n'avez pas l'impression, Florian Philippot, qu'il y a quand même dans cette affaire-là une sorte d'illusion. Je vais prendre un exemple historique, vous allez trouver exagéré, mais ceux qui ont rejoint Londres en 1940, tout était contrôlé, etc. Et s'ils ont voulu rejoindre Londres et le général de Gaulle, ils l'ont fait. Donc pourquoi les djihadistes, même s'il y a des gardes aux frontières, des douaniers, etc., ça sera c'est peut-être une illusion. Déjà, mais j'ai dit moi-même que c'était bizarre. Oui, d'accord. C'est très bizarre parce que les résistants, les djihadistes, c'est un peu l'opposé, si vous voulez. Mais... Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est simplement sur le fait de franchir la frontière. C'est pas parce qu'il va y avoir des hommes en armes ou des douaniers que de toute façon, si on veut franchir, ça sera mais Monsieur Durand, vous avez raison, ce sera jamais parfait. Personne n'a dit c'est la solution miracle. Il y a beaucoup d'autres choses à faire à côté. Il faut fermer les mosquées radicales. Il faut réduire de façon généralement considérablement l'immigration. Il faut que ce soit un choix d'État, une politique d'État. Mais en tout cas, avoir une frontière nationale, c'est toujours mieux que ne pas en avoir. Si vous n'en avez pas, vous êtes certain de ne rien voir. Si vous en avez, vous avez une chance de voir. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et je me souviens, moi, du djihadiste du marché de Noël de Berlin, en décembre dernier, qui a fait un massacre épouvantable là-bas, qui ensuite a traversé 4 frontières de Schengen, et personne ne le savait. Et il se baladait en France, personne ne le savait. Parce qu'il y avait Schengen. La génération Clapiche, celle de l'auberge espagnole, c'est finalement des jeunes qui vivent dans cette Europe, qui est une Europe que vous considérez comme une passoire, mais que considèrent comme un espace de liberté. Vous n'avez pas l'impression qu'ils vont pas voter Front National aussi parce qu'il y a ça? C'est-à-dire qu'ils vont librement à Madrid, librement à Bruxelles, librement à Berlin. Oui, mais une partie de cette génération s'est retrouvée aussi sur les terrasses de Paris en 2015 ou au Bataclan, et où pourrait être demain victime de ce laxisme. Parce que parmi les djihadistes, et je prends pas l'exemple au hasard du 13 novembre 2015, c'est que parmi les djihadistes et les tueurs et les assassins, on sait qu'il y a des migrants, enfin en tout cas des djihadistes qui s'étaient infiltrés parmi les migrants et qui avaient profité de cette passoire de Schengen pour s'infiltrer et venir commettre leurs actes épouvantables. Voilà, c'est ça aussi la réalité. Personne ne remet en cause Erasmus. Nous voulons même créer, nous, un Erasmus de la francophonie en plus, vous voyez, pour redynamiser cet espace de partage de notre en commun mondial, de notre langue nationale, le français. Mais on veut protéger les Français, protéger également économiquement. Le protectionnisme, ça n'est pas simplement un mot, c'est une réalité. Savez-vous qu'en Suisse, par exemple, la Suisse n'est pas une dictature, la Suisse n'est pas un pays fermé au monde. C'est un pays qui exporte, c'est une grande puissance, en tout cas à son échelle économique et commerciale et industrielle. Eh bien, la Suisse a des droits de douane de 51% sur les produits agricoles. Par exemple, la France, 5%.
La France ne fait rien et n'écoute même pas ses agriculteurs, n'écoute pas ses industriels, n'écoute pas ses créateurs d'entreprises. Elle ne fait rien. Et en faisant rien, on se fait croquer. Considérez-vous, d'abord, est-ce que vous serez candidat aux législatives? Oui, je suis candidat aux législatives dans ma circonscription de Moselle, la 6e à Forbach. Ce matin, dans Libération, écrit que Marion Maréchal Le Pen pourrait ne pas être candidate aux législatives. Oui, mais enfin... Vous l'avez lu? Non, je ne croyais pas que je lise tout cela. Mais faut pas croire la presse, voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Mais c'est vrai ou c'est faux? C'est simple. Mais c'est faux. Elle l'a dit elle-même. Voilà, croyez pas la presse qui essaie à 2 semaines, la presse militante, qui essaie à 2 semaines de créer des choses qui sont fausses. Dans le livre de Gaël Chakalov, Divine Communique sera tout à l'heure, elle reconnaît, Marine Le Pen, en lui répondant, qu'il y a une vraie différence entre Marion Maréchal Le Pen et vous, et peut-être même une vraie concurrence entre elle et vous. Vrai ou faux? Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'enjeu de concurrence. Une vraie différence, donc. Il peut y avoir, tout le monde le sait, il y a eu quelques points de sensibilité différents, tant mieux. C'est une richesse, moi, je trouve. Dans un mouvement politique qu'on soit pas tous, on n'est pas l'armée des clones. Mais une vraie différence, ça peut être une vraie opposition, ça peut être aussi une sorte de combat interne. Ça a toujours existé dans les mouvements politiques. Non, il n'y a pas de combat interne et il n'y a pas d'enjeu interne chez nous. Quel est l'enjeu interne? Nous avons une présidente, nous avons une candidate. Politique et allergique. Attendez. Qu'il y ait quelques points de sensibilité que tout le monde connaît, c'est une richesse. Pour le reste, Marion et moi, nous sommes parfaitement en accord. On veut tous les deux rendre à la France sa liberté, son indépendance. On veut tous les deux protéger notre identité nationale. On veut tous les deux aller vers une forme de progrès économique et social et non pas transformer le salarié ou le retraité en Kleenex. À la mode Macron, Uber, Fillon, etc. Voilà, c'est cela qui nous motive au quotidien. Et on le fait avec nos mots, nos méthodes, mais c'est bien. Ça apporte de la diversité et de la richesse. Poutou, et après on en terminera, puisque juste après la revue de presse, il y aura le zapping, et vous réagirez donc au zapping ce matin, donc à François Asselineau, Jean-Marc Ayrault et François Fillon, qui nous permettront d'aborder d'autres sujets. Mais Poutou, considérant que votre immunité est une immunité... Alors, qui existe depuis Mirabeau, tout le monde le sait, depuis 1789, mais que c'est une immunité scandaleuse. Non, c'est une immunité qui a été mise en place depuis très longtemps pour justement assurer la séparation des pouvoirs, donc la démocratie. Oui, c'est sortiront par la force des baïonnettes. Et qui permet de. Je vais vous donner un exemple. Moi, je l'ai utilisé par exemple quand j'ai été poursuivi en justice par le Qatar. J'étais poursuivi parce que j'avais dit que le Qatar était une dictature islamiste. C'est pas le même sujet. Il s'agit de. D'accord, mais enfin attendez, c'est une question de principe. Non, mais Marine Le Pen a répondu 150 000 fois. Elle a demandé l'ouverture elle-même d'une enquête il y a 13 mois. À l'époque, ils ont pas. Mais les sondages ils sont très hauts et dans beaucoup d'instituts, elle est repassée en tête en début de semaine. Mais c'est vrai qu'elle a demandé l'ouverture il y a 13 mois. On lui a pas répondu. On l'ouvre quelques semaines avant le premier tour. Elle dit il n'y a pas d'urgence, elle y répondra après. Je n'ai pas de leçon à recevoir de monsieur Poutou. S'il était si bon que cela, il ferait pas 1% chez les ouvriers et son parti politique participe régulièrement à des manifestations contre la police. Vous voyez, c'est pas du tout ça la classe ouvrière française. La classe ouvrière française, elle respecte la police et elle sait que ce ne sont pas des gens qui font le spectacle et qui la défendent. Ce sont des gens qui réellement se battent contre les dérives de l'Union européenne, se battent pour défendre l'emploi français face aux délocalisations, demandent une taxe quand Whirlpool délocalise en Pologne et revend en France. C'est ça la défense de la classe ouvrière et les ouvriers le savent parfaitement bien. C'est pour ça qu'ils mettent Marine Le Pen largement en tête. Florian Philippot réagira tout à l'heure au zapping politique, juste après donc le rappel des titres et la revue de presse sur l'antenne de Radio Classique. La une de Libération, est-ce que Assad est fréquentable? Parce qu'on a beaucoup dit que le Front National pensait qu'un arc de la réelle politique passait aussi par lui. C'est pas la même chose. Non, ça n'est pas notre ami, et ce n'est pas nous d'ailleurs qui l'avions reçu. Le 14 juillet, c'était Monsieur Sarkozy. Mais et il faut bien sûr que toute la lumière soit faite sur ces atrocités, sachant exactement ce qui s'est passé, elles sont évidemment condamnables. Maintenant, la seule question qu'on doit se poser quand on est un peu réaliste, c'est si c'est pas lui, c'est qui? C'est tout. Si c'est pas lui, c'est qui? On en a déjà eu une illustration en Libye. On n'aimait pas non plus Kadhafi, mais c'est plus lui. Donc c'est encore pire. Mais là, on est ce matin. C'est encore pire. C'est le chaos djihadiste, quoi. Donc si c'est pas, on sait très bien aujourd'hui, s'il y a plus de gouvernement syrien qui tient un peu les choses, eh bien, ce sera le chaos djihadiste. Et ce sera notamment le massacre des minorités aussi. Pardonnez-moi, mais de revenir à l'actualité. Mais si dans le contexte d'aujourd'hui, par exemple, Trump décide d'une intervention massive, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Non, notre analyse serait que les États-Unis ont déjà fait suffisamment de carnage dans la région, déstabilisé la région. Si on veut sortir du commandement intégré de l'OTAN, c'est pas pour rien. C'est pour que la France cesse d'être entraînée dans des guerres qui ne sont pas les siennes. D'accord, donc on vous a considéré souvent comme des Trumpistes.
Mais non, BA. nous avons simplement vu non, pas du tout. Nous avons simplement regardé les intérêts de la France. Est-ce qu'il valait mieux que Hillary Clinton soit élue avec son cortège de traités de libre-échange épouvantables style TAFTA, ou est-ce qu'il fallait mettre un coup d'arrêt pour aller vers une forme de protectionnisme meilleure pour les intérêts de la France? Il nous a semblé que la deuxième solution était préférable. Donc ce matin, vous êtes contre une intervention, clairement. Oui, une intervention là-bas serait du même style que celle en Irak en 2003 ou en Libye en 2011, où certes on était face à Saddam Hussein qui n'était pas fréquentable non plus, ou Kadhafi qui n'était pas non plus formidable, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on a fait pire. Et on l'avait dit en 2011, attention, on allait livrer le pays au chaos et aux trafiquants de migrants. C'est exactement ce qui s'est passé. Plus de débat en 11 sur France Télévisions, on change totalement de domaine. Est-ce que vous désapprouvez? Non, de toute façon, les camps Mélenchon, Fillon et Macron ne voulaient pas de ce débat. Donc de toute façon, on savait qu'il n'aurait pas lieu. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il n'aurait pas lieu. Ça fait 10 jours. Oui, une dizaine de jours. Ouais, mais vous déplorez ou pas? Donc, oui, nous on était favorables, on avait dit oui au départ, donc voilà. Mais puisque parce qu'il y a souvent eu des mots très durs, Marine Le Pen contre la dirigeante, contre la présidente de France Télévisions. Alors ça c'est toujours la question qu'on pose. Est-ce que Madame Ernotte, qui a été nommée là pour faire élire Hollande, et donc aujourd'hui son successeur Monsieur Macron, a suffisamment de neutralité pour organiser ce style d'événement? Ça c'était une vraie question qu'on pouvait se poser. Parce qu'on a bien vu le traitement ces derniers mois de France Télévisions, qui était intégralement contre Marine Le Pen et intégralement pour Emmanuel Macron. Enfin, ceci dit, c'est pas qu'un média soit pour Emmanuel Macron, c'est pas très original. Ils le sont tous. J'entendais tout à l'heure votre monsieur Grossior, votre chroniqueur, qui parlait de conquête subjuguée autour d'Emmanuel Macron. J'ai d'abord pensé aux journalistes. Donc vous pensez que ce soir c'est une émission arrangée, celle de Macron, qui vient juste après le débat? J'espère pas. Non, mais je vous pose la question. Non, ça se verra très vite. J'ai pas de raison de le penser. Il n'y a pas de raison de le penser. Ça serait trop gros. Ça se verrait, ça se retournerait contre lui. Je voudrais qu'on écoute François Fillon qui était sur France Inter ce matin. Il parle donc... Mais c'est vrai que ça va être un peu compliqué pour lui, c'est vrai. Vous parlez de Macron, là. Mais oui, pour Macron, parce que il est tellement en permanence dans le flou, on l'a encore revu lors du débat. Dans une même phrase, on comprend rien. La plupart du temps, quand il parle, on ne comprend pas ce qu'il dit parce qu'il veut plaire à tout le monde en même temps. Donc il sort des concepts creux, il n'a pas véritablement de programme fouillé, précis. Ça, c'est assez inquiétant, parce que quelle politique mettrait-il vraiment en place? Question à partir de ces déclarations de François Fillon, puisqu'on parlait du zapping, qui était donc sur France Inter il y a quelques instants. Voici ce qu'il pense de votre programme. Le programme d'Emmanuel Macron, c'est la continuation de la politique actuelle. Donc ça conduit dans le mur à terme, mais ça n'est pas le chaos que propose Madame Le Pen. Le programme de Madame Le Pen est un programme qui n'a aucun sens, des dépenses publiques complètement irresponsables, 150 ou 170 milliards de dépenses publiques supplémentaires, et puis surtout la fermeture de nos frontières, la sortie de la monnaie européenne, la sortie de l'Europe, qui est un véritable contresens historique dans le monde d'aujourd'hui. Voilà donc les propos de François Fillon il y a quelques instants sur France Inter. Sur les dépenses, vous lui répondriez quoi? C'est amusant que le recordman de la Ve République de l'augmentation de la dette, 600 milliards. Ouais, 600 milliards, c'est-à-dire quasiment un tiers de la dette actuelle de la France, se permettent encore la moindre leçon de maîtrise des dépenses ou de la dette. Ça n'a absolument aucun sens. Sa gestion a été épouvantable. Alors on va me dire c'était la crise. La Cour des comptes a tranché cela dans un rapport de juin 2011, à la fin du mandat, en disant un tiers seulement de l'augmentation des 600 milliards d'euros de dette est imputable à la crise. Les 2 tiers sont imputables à la gestion Sarkozy-Fillon. Donc c'est un très mauvais gestionnaire. Et nous n'avons pas de leçons à recevoir de lui. Vous savez, nous, c'est cadré. Il y a un chiffrage budgétaire en ligne, 90 milliards en 2022 à la fin, donc en régime de croisière de dépenses supplémentaires, mais 80 milliards d'économies nouvelles et de recettes nouvelles. Et les 10 milliards différentiels seront atteints grâce à l'augmentation de la croissance économique. Je veux dire, tout cela est parfaitement cadré. Alors après, on peut bavarder, on peut inventer des choses, mais Monsieur Fillon nous a pas fait la démonstration exemplaire de sa politique économique, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci Florian Philippot d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous dans un instant avec une journaliste, Gaëlle Tchakaloff, Divine Comédie, donc publiée chez Flammarion. Bonne journée à vous. Accord.